Alors, ce sont un ensemble de textes écrits sur une vingtaine ou une trentaine d'années à l'occasion de demandes ou de commandes ou de suggestions, enfin, pour des revues ou des catalogues d'expositions. Il y en a plusieurs pour le Centre Pompidou, par exemple, sur des écrivains ou des artistes que j'ai fréquentés ou connus à titre divers. Certains sont des amis proches, d'autres, évidemment, des grands artistes comme Francis Bacon. Je ne prétends pas que c'était des amis proches, mais c'est des gens que j'ai connus. Donc ce sont des textes qui, chaque fois, ponctuellement, répondaient à une demande, à une occasion. Mais en les choisissant et en les mettant ensemble, je me suis rendu compte que ça finissait par raconter une autre histoire qui est d'une certaine façon la mienne, enfin, parce que le point commun à tout ça, finalement, en effet, c'est moi. Alors, sous des casquettes diverses, en effet, mais est-ce bien si divers que ça, au fond, celui qui raconte sa rencontre avec Bernard Noël il y a une cinquantaine d'années, c'est bien le même que celui qui rencontre David Hockney quelque temps plus tard, ou raconte, enfin, ce sont pour la plupart des textes assez biographiques qui racontent des éléments de la vie de ces personnes, en n'ayant pas peur des anecdotes. Alors les anecdotes, évidemment, c'est personnel, parce que c'est forcément des choses que j'ai vues, entendues, senties ou pensées, parce que c'est pas de la critique, même si c'est des choses que j'ai pensées et que j'écris, c'est plutôt du niveau de l'anecdote. C'est pas de la critique profonde ou très sérieuse, mais enfin, les anecdotes, quand elles sont bien racontées, elles disent, à mon avis, bien plus que le jus de cerveau. Enfin voilà. Un mot sur le titre, d'abord, au fond, le titre est évidemment pas de moi, c'est clair que je crois que tout le monde sait que c'est le titre d'un chapitre de Moby Dick, qui est exactement au milieu du livre, hein, et un merveilleux chapitre qui est une espèce d'anthologie des occurrences du blanc dans la vie. C'est un chapitre formidable qui irrigue tout le livre. Et donc j'ai réuni au fond sous ce titre, parce que le point commun, ce qui me semblait être le point commun de tous les gens qui sont là, c'est ça, c'est leur recherche de la baleine blanche, quoi, du truc qu'on n'attrape pas dans la création, dans la vie, et qu'on poursuit inlassablement. Il m'a semblé en relisant ces textes qu'ils avaient tous ce point commun. Jean-Claude Emery, c'est quelqu'un que j'ai lu avec énormément d'intérêt, qui a un peu disparu, et un jour un ami a souhaité réunir ces textes en œuvre complète, en un volume, et m'a demandé de le présenter. Donc voilà, c'est le texte qui est là, le premier texte de ce livre, c'est la présentation des œuvres complètes de Emery, qui était un personnage étrange aussi, enfin, c'était surtout un écrivain, mais il dessinait aussi, donc, et il mettait des dessins dans ses livres, et donc, qui était constamment partagé entre le désir ou le besoin de dire et aussi de se taire, ou de s'exprimer d'une manière qui ferme la conversation. Mais ça, c'est une chose qu'on trouve, à mon avis, chez beaucoup d'écrivains, et en particulier Beckett, dont il est question un peu plus loin dans le livre. Hallberg est un autre exemple de ça. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui avait une grande finesse et attention aux choses, et qui était, elle aussi, elle cherchait une langue serrée. Quand je parle de désir de parler et de désir de se taire, c'est tout à fait au cœur du sujet, quoi. Et c'est parfois même tellement serré qu'on ne sait
on a un peu de mal à y entrer, si vous voulez. Mais c'est ce dilemme qui me touche, qui m'intrigue. Et puis, à l'occasion du texte sur Albiac, je parle d'un livre qu'elle a fait avec Richard Tuttle, qui est un artiste américain que je connais aussi, que j'expose. Et donc, une autre chose que j'ai remarqué à travers tous ces textes, c'est que des noms reviennent constamment de l'un à l'autre. Donc ça forme une espèce de petite constellation dont je dois bien reconnaître qu'elle est finalement plus ou moins autour de moi. C'est ça qui donne une espèce de, je l'espère, de colonne vertébrale à ce texte qui rassemble des textes qui initialement n'avaient pas été, évidemment pas été écrits pour être un jour rassemblés sous cette forme. Ils ont chacun été écrits pour une occasion spécifique. Claude Esteban est quelqu'un pour qui j'ai une dette et des regrets. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup comme personne, qui est un personnage très cultivé et en même temps très drôle, très vivant et amusant, enfin. Et dont l'œuvre n'a cessé, au fur et à mesure des livres jusqu'au dernier, jusqu'à sa mort, de s'approfondir et de s'améliorer, pour devenir vraiment, à mon avis, excellent. Et mon regret, c'est de jamais avoir pu le lui dire. Donc c'est quelqu'un auprès de qui je me sentais une dette. Mais le texte qui est là est un texte un peu humoristique et qui ne va pas au fond du sujet. Mais c'était tellement aussi une partie de lui, cette légèreté, que d'une certaine façon c'est un salut sur le même plan. Alors Bernard Noël est quelqu'un dont j'ai été proche vraiment durant toute sa vie. Là je raconte juste les débuts de la rencontre, mais vraiment c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi et même dans l'histoire de la maison, mais voilà. Et ça c'est grâce à Bernard Noël que je suis entré chez Pauvert. Oui. Juste, mais je connaissais déjà Bernard avant, c'est pas comme ça que je l'ai rencontré, mais j'avais un jour rendez-vous en effet avec lui dans un vernissage. Il m'a dit je serai là, on devait se voir, puis on devait aller dîner ensemble probablement après. Et au moment où je suis arrivé, il était en train de parler avec Jean-Jacques Pauvert, donc je suis rentré dans la conversation. Et puis Pauvert m'a demandé, et vous, qu'est-ce que vous faites? Et je dis, moi je sors du service militaire, je sortais le jour même du service militaire, et donc je cherche du travail. Il m'a dit, passez-moi un coup de fil. Je l'ai appelé le lendemain, et 3 jours après, il m'avait embauché. Voilà, donc c'est grâce à Bernard Noël que j'ai eu mon premier vrai job. Alors Marcel Cohen, c'est quelqu'un aussi que j'aime beaucoup, que je connaissais depuis longtemps, avec qui j'avais des relations de temps en temps, et à chaque fois où on se voyait, il me racontait des petits morceaux au fond de cette enfance détruite par la rafle de 42. Et un jour j'ai eu envie peut-être je lui ai demandé s'il allait un jour raconter ça. Il m'a dit non, je peux pas, c'est impossible. Et je lui ai dit, mais est-ce que moi je peux le faire, si tu me dis évidemment tout ce dont tu te souviens, et il a accepté ça. Donc on s'est vu à plusieurs reprises. J'ai pas enregistré, j'ai noté. J'aime pas enregistrer parce que c'est faux, c'est autre chose. Il vaut mieux prendre des petites notes et reconstruire. Mais tout ce que je raconte, c'est lui qui me l'a raconté. Et curieusement, j'ai dîné avec lui il y a 3 jours. Et il a continué des recherches sur cette dame qui était la bonne de ses grands-parents et qui l'a sauvée, enfin qui l'a gardée, alors que toute sa famille a disparu dans les camps. Et il s'est aperçu en continuant ses recherches que tout ce qu'il m'avait raconté, enfin une grande partie de ce qu'il m'avait raconté là était faux. C'était des erreurs, enfin il s'est trompé dans ses souvenirs, enfin, parce que c'est des souvenirs, il n'avait que 5 ans, des souvenirs. Et c'était pas du tout une jeune fille, la bonne de ses enfants. Elle avait déjà passé 50 ans, elle avait déjà été mariée 3 fois,
Enfin, on s'aperçoit maintenant, il s'est aperçu maintenant, parce qu'il a fait des recherches pour lui donner la médaille des Justes à cette dame qu'il a sauvée, ce qu'elle a eu à titre posthume. Et donc, ce qui est le texte, le récit qui est là est truffé d'erreurs en réalité, qui viennent de la mémoire défaillante du jeune Marcel Cohen. Ce n'est pas faux, non. Alors, Dupin a été évidemment aussi une grande partie de ma vie. Dupin était un poète que j'ai lu très tôt, enfin j'avais 15 ou 16 ans, j'étais encore au lycée. Je lui ai écrit, je suis allé le voir, et j'allais le voir de temps en temps, une fois par an peut-être, à partir de l'âge de 15 ou 16 ans. Et j'allais le voir soit chez lui, soit à la Galerie Mag où il travaillait. Et puis un jour, que j'étais chez Pauvert après la recommandation de Bernard Noël, Dupin m'a passé un coup de fil en disant venez me voir, il faudrait qu'on parle. Et il m'a dit je cherche quelqu'un pour travailler avec moi, est-ce que ça vous intéresse? Et moi j'étais bien chez Pauvert, je suis allé voir Pauvert en disant j'ai une proposition chez Mag, qu'est-ce que vous en pensez? Il m'a dit mais allez-y, bien sûr, c'est exactement ce qu'il vous faut et vous ferez une bien meilleure carrière que chez moi, où la maison Pauvert était funambulesque, enfin bon. Et voilà, je suis entré grâce à Jacques Dupin à la Galerie Mag, dont je suis maintenant le PDG. C'est plus la Galerie Mag, mais c'est la même entreprise qui s'est transformée. Il y a plusieurs textes, mais le texte principal, oui, ce sont des notes, des souvenirs, de facettes, de petites, comme ça, des petits moments qui me sont revenus à la mémoire en pensant à lui. C'est un drôle de personnage, oui, c'est vrai. Tout ça est strictement, enfin, c'est dit avec le moins de mots possible, hein, voilà, mais c'est, oui, c'est des petites choses qui m'ont frappé, quoi. Ouais. José Ángel Valente est un poète espagnol que j'aimais beaucoup, que j'ai rencontré, connu, et là c'est juste un petit texte d'hommage qui a été lu à l'Institut Cervantes, parce qu'il y a eu un hommage après son décès, après sa mort. Edmond Jabès, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup fréquenté aussi, que j'aimais beaucoup, qui a toujours été très gentil et indulgent avec moi, et le texte qui est là est simplement une préface, une petite mise en place des quelques textes, il n'y en a pas beaucoup, que Jabès a écrit sur des artistes contemporains, la plupart. Et c'est un livre qui a été publié par Fata Morgana, et ils m'ont demandé voilà, une petite présentation, parce qu'il y a des artistes qu'on ne connaît pas forcément, enfin, qui sont... voilà. Donc c'est pas un texte sur Jabès. C'est un petit texte sur Jabès parlant des peintres. Mais c'est un texte au fond sur Jabès et sa relation à l'image. Une relation complexe, pas seulement à l'image peinte, mais aussi dans ses textes, dans ses livres. Parce que c'est quelqu'un qui est né au fond, qui est né à la littérature, qui est arrivé à la littérature à l'époque où le surréalisme avait encore cette aura des débuts, et donc les premiers textes de Jabès sont irradiés d'images, et il les a petit à petit chassés et éliminés pour arriver à une langue, si possible, sans image. Donc sa relation à l'image est quelque chose d'intéressant, de conflictuel. Weinstein est un des poètes que j'ai rencontré comme ça, à 18 ans ou 20 ans, comme Anne-Marie Albiac ou Claude Royer-Journoux ou Pascal Quignard, ou c'était petit groupe, Emmanuel Ocard. Voilà, il y a des gens dont je regrette l'absence, par exemple. Il y aurait dans ce livre un texte sur Emmanuel Ocard, ce serait extrêmement justifié. Ça ne s'est pas trouvé. Voilà. Mais alors le petit texte sur Alain Weinstein, c'est aussi une chose assez étrange, c'est un texte sur la peinture d'Alain Weinstein, pas sur son écriture.
ça raconte comment Weinstein s'est cru peintre à 20 ans, et puis il s'est aperçu que ça ne marchait pas, il est devenu écrivain et homme de et puis il est retourné à la peinture. Et alors là aussi, il m'a raconté un petit peu les conflits dans lesquels il s'est débattu, et c'est ça que je rapporte. Au fond, l'essentiel de ces choses-là sont des... Je rapporte des choses que j'ai vues ou entendues, quoi. C'est pas de l'analyse, c'est pas de la critique, c'est des photos de choses vécues. J'ai écrit plusieurs textes sur Konelis, qui ont d'ailleurs en partie été réunis sur le travail plastique de Konelis, qui est quelqu'un vraiment que j'aimais beaucoup. Mais là, le texte qui est là est simplement le souvenir de son enterrement, au fond, la manière dont les choses sont passées, ça m'avait frappé, parce que c'était... voilà, d'abord j'étais ému et touché d'être là, et j'avais envie de prolonger comme ça ma relation avec lui. Et donc je me borne en effet à raconter la manière dont l'enterrement s'est passé. Michel Leiris était quelqu'un, alors évidemment aussi, qui a beaucoup compté pour moi, parce que c'est quelqu'un que je voyais assez régulièrement, que j'ai connu très tôt aussi. Je suis allé le voir à 16 ans, peut-être, comme ça. Il a été très gentil avec moi, il m'a donné un texte pour une revue que je faisais à ce moment-là, enfin. Et c'est quelqu'un que j'allais voir régulièrement. Il y avait une espèce de rituel comme ça dans les entretiens chez Leiris. Hein. On s'asseyait sur une petite chaise à côté, c'était toujours un petit peu spartiate comme ça. Et puis il vous demandait ce que vous vouliez boire, et c'était whisky ou jus de fruits. On voyait bien qu'il espérait qu'on allait dire whisky. Mais si on disait jus de fruits, il ne prenait que du jus de fruits lui-même. Et évidemment, c'est quelqu'un qui avait une histoire et qui avait connu tout le monde, et une œuvre tellement importante que c'était pour moi... aller passer une heure avec Leiris une fois de temps en temps, c'était un grand privilège, quoi. Voilà. Et alors ce texte, c'est venu justement d'une sollicitation d'Alain Weinstein quand il était à la radio, qui faisait une série d'émissions sur Michel Leiris, et qui m'avait demandé d'y participer. Et mon intervention s'est trouvée coupée en deux fois, et ce que je voulais dire au fond ne passait pas complètement à la radio, donc j'ai voulu réunir les deux choses, et j'ai écrit ce texte après pour reprendre cette relation entre Leiris, son œuvre, et principalement Giacometti et Bacon, au fond, qui sont ses deux amis les plus proches dans le monde de l'art. Alors, David Sylvester était un critique d'art et commissaire d'exposition anglais, un personnage tout à fait étonnant lui aussi, qui a fait des rétrospectives principalement de Giacometti et de Bacon. Il a aussi fait le catalogue raisonné de Magritte, donc il s'est penché beaucoup sur Magritte. C'est quelqu'un que je voyais aussi assez régulièrement, et qui était vraiment un personnage extraordinaire. Il parlait peu, il y avait des silences profonds, il vous regardait comme ça. Et puis de temps en temps, il posait une question à laquelle on n'avait pas forcément de réponse tout de suite. On n'était d'ailleurs pas tenu de répondre, on pouvait simplement avoir l'air de réfléchir. Il m'emmenait voir les expositions qu'il avait faites pour avoir mon sentiment. La dernière, c'était la grande rétrospective de Bacon, avant celle qu'a faite Didier Ottinger au Centre Pompidou. C'était un vrai personnage. Et alors j'étais amené à traduire ses livres sur Giacometti et Bacon à la fin de sa vie. Et je me souviens qu'un jour, il parlait français très bien, donc un jour je lui ai téléphoné pour préciser une traduction, et je lui demande si je le dérangeais pas. Je lui dis: t'es pas en train de faire quelque chose? Il me dit: oh, je suis en train de mourir, mais ça me dérange pas, ça m'arrange que tu me déranges. Quelque chose comme ça. Voilà. C'est notre dernière conversation. Louis Bourgeois a aussi beaucoup compté dans ma vie. J'étais beaucoup à
à New York dans les années 80 parce que j'avais ouvert la galerie Le Long à New York et je m'en occupais activement. Et donc j'ai rencontré Louise Bourgeois à ce moment-là, qui était pas complètement inconnue, mais elle n'avait pas encore eu sa première exposition au MoMA, qu'elle a eue en 82, où elle avait déjà 70 ans. Et je l'ai connue un peu avant. Et tout de suite, je lui ai proposé de faire une exposition à Paris. Et j'ai fait sa première exposition à Paris, puis à Zurich, en 85, je crois. On n'a rien vendu. Alors qu'elle est devenue après une gloire. Enfin bon, c'est quelqu'un que j'ai été voir chaque fois que j'étais à New York, c'est-à-dire d'abord pendant une quinzaine d'années, pratiquement tous les 15 jours. Je faisais l'aller-retour au fond. Et j'ai aussi fait sa dernière exposition. Le texte qui est là, c'est le texte qui a servi de préface à sa dernière exposition, qui était à la Maison de Balzac. Parce qu'elle me parlait souvent, elle me parlait tout le temps d'Eugénie Grandet. Elle faisait une fixation sur Eugénie Grandet. Et un jour, je lui ai dit, mais il faut faire une exposition avec ça. Et elle a dit, ah bah oui, je vais y réfléchir. Et elle s'est mise à faire des œuvres. Et quand ça a été fait, elle m'a dit, ah bah maintenant, il faut que quelqu'un explique tout ça. Alors j'ai dû faire la préface du catalogue. Et elle est morte avant l'exposition, mais elle l'a vraiment conçue entièrement elle-même. Donc le texte qui est là raconte cette étrange identification entre Louise Bourgeois et ce personnage de roman qui était Eugénie Grandet. Beckett, ça a été une déflagration dans ma vie. J'ai lu ça par hasard très jeune. Je me souviens très bien, évidemment on ne peut pas oublier ça, c'est mon parrain qui m'avait offert un livre de chez Segers, une grosse anthologie de pièces en un acte, un volume relié, comme ça, il y avait des pièces de théâtre en un acte, et il y avait là-dedans fin de partie. Il y avait des pièces très bien, il y avait des pièces de Ionesco, de Lorca, de Inclán, il y avait des tas de choses qui m'ont intéressé. J'ai lu ça sur la plage à Cannes. J'avais 14 ans, je pense, quelque chose comme ça. Et quand j'ai lu fin de partie, ça m'a abasourdi complètement. Vraiment, j'ai pris ça en pleine figure, quoi. Et donc j'ai immédiatement acheté tout ce qui existait, et pratiquement tous les livres principaux de Beckett étaient déjà là, quoi, jusqu'à commencer. C'était dans les années 60. Donc j'ai tout avalé, j'ai été voir toutes les pièces possibles au théâtre, et j'ai vraiment commencé à être un fanatique de Beckett à ce moment-là, ce qui a complètement bouleversé, parce qu'au fond je sortais à peu près de Jules Verne et d'Alexandre Dumas, quoi, à ce moment-là. Vous voyez, j'avais pas lu les classiques, j'avais pas lu rien. Enfin, j'en étais encore aux lectures qu'on recommande aux enfants, quoi. Et ben, j'ai eu la chance de le rencontrer après, un peu. Pas souvent, mais on a travaillé comme il était très ami avec Bram Van Velde, et que je travaillais aussi avec Bram Van Velde à la galerie. Je le voyais de temps en temps. Il y a eu après des occasions. Donc j'ai eu l'occasion voilà, de raconter un peu tout ça dans ce texte qui m'avait été demandé par Marianne Alphand quand elle a fait l'exposition Beckett au Centre Pompidou. Et la règle du jeu dans ce catalogue, elle avait fait un catalogue qui s'appelle Objet Beckett, où chacun des participants auxquels elle a demandé un texte, c'était Marianne Alphand et Nathalie Léger, les deux commissaires de l'exposition, donc des auteurs POL toutes les deux. La règle du jeu était de choisir un objet et d'écrire un texte sur Beckett à partir de cet objet. Et donc là, ce texte s'appelle Beckett dans ses petits souliers, parce que l'objet choisi est une chaussure, donc j'ai tracé les occurrences de la chaussure dans l'œuvre de Beckett, et puis à partir de là raconter quelques anecdotes. Oui, ça c'est un truc que j'ai trouvé dans
dans la première biographie de Beckett par Deyerbeer, il imitait Joyce en tout ce qu'il pouvait, dans la manière de tenir ses cigarettes, de regarder, de lire en s'approchant très près de son nez du livre, et y compris la taille de ses chaussures, parce que Joyce avait un pied très petit, donc des petites chaussures, et Beckett avait le pied beaucoup plus grand, mais il se mettait exprès des petites chaussures pour ressembler à Joyce. Ah, David Hockney. Alors, David Hockney était une grande rencontre aussi, il y a déjà une quarantaine d'années. Le premier jour où on s'est rencontrés, on s'est mis à parler de Proust. Au bout de 5 minutes, on parlait de Proust. Ça n'arrive pas avec tout le monde, et ça a tout de suite créé des relations très, très particulières. Et puis bon, comme c'est mon métier d'exposer des artistes, un jour ça s'est trouvé que je sois la galerie de David Hockney. Le texte qui est là est aussi un texte qui m'a été demandé pour une exposition, une rétrospective au Centre Pompidou, où on m'a demandé un texte sur les relations entre Hockney et la France. Et elles sont nombreuses. Hockney est un grand francophile, il a vécu à Paris dans les années 70, il connaît bien la littérature française, il connaît évidemment à fond la peinture française, et donc j'ai essayé là aussi de rassembler les occurrences et les relations entre la musique française même, il a fait des décors pour Ravel, etc. Et une certaine forme c'est ça que j'essaie de dire, au fond je crois que ce qui l'attire, c'est une certaine clarté qui est dans l'esprit français, qu'on voit aussi bien chez Poussin que chez Racine. Il n'y a pas ça en Allemagne, il n'y a pas ça en Angleterre, il y a d'autres choses. Et c'est quelque chose qui attire. Et que j'ai dit Poussin, Racine, mais Berlioz aussi. C'est la même chose. C'est une pureté, une forme de luminosité, de clarté. Et ça, c'est quelque chose qui attire beaucoup Hockney, et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Alors, quelques années après ce texte, il est venu s'installer en Normandie à 5 minutes de chez moi, donc je le vois évidemment de plus en plus souvent. Il y a aussi Etel Adnan. Etel Adnan est un personnage que j'ai adoré, que j'ai aussi rencontré il y a très longtemps à San Francisco, où j'étais avec quelques auteurs de la maison d'ailleurs, avec Anne Portugal notamment. On était invités par les services culturels américains à faire une petite tournée comme ça. Et Etel Adnan habitait avec sa compagne Simone Fattal à Sausalito, la petite île qui est dans la baie de San Francisco. Et elle connaissait évidemment tout le petit milieu littéraire de San Francisco. Elles ont toujours eu un appartement à Paris, donc je les voyais aussi aux États-Unis et à Paris régulièrement. Et puis un jour, alors je connaissais son travail de peinture aussi, mais je lui avais pas vraiment demandé de la représenter, sauf qu'un jour, elle a été choisie pour exposer à Documenta, qui est une espèce de synthèse de ce qui se passe tous les 4 ans, comme ça, dans l'art, et son œuvre s'est trouvée vraiment propulsée, alors qu'elle était déjà âgée, sur le devant de la scène, et là, vraiment, je lui ai dit, écoute, j'ai absolument tout ce qu'il faut pour t'accompagner dans cette aventure nouvelle pour elle, au fond. Et donc, je suis devenu aussi sa galerie à Paris. Alors, j'essaie de raconter un peu ça. Et était vraiment un personnage très particulier, très touchant, très, très fort, qui m'a beaucoup marqué et accompagné dans les toutes dernières années. Là, elle est décédée à la fin de 2021. Ah, Jean-Louis Schaeffer, oui. Jean-Louis Schaeffer est aussi décédé il n'y a pas longtemps, mais j'ai écrit ce petit texte juste après son décès, au fond pour l'atelier de POL. La lecture de scénographie d'un tableau, paru en 69, m'avait profondément marqué. C'est un livre que Schaeffer a plus ou moins renié et qu'il a refait
différemment quelques années plus tard, sur le même tableau de Paris Bordone, un peintre italien de la Renaissance. Et ce livre était... Je comprends pourquoi il l'a peut-être pas renié, mais en tout cas pas souhaité le republier et qu'il l'ait refait, parce qu'il était emblématique d'une forme de pensée de l'époque du premier structuralisme. Il était l'élève de Barthes, et qui date un peu, qui est un peu passé. Mais il y a des merveilles dans ce livre quand même. Ça reste, moi je l'ai relu à l'occasion de ce texte. Donc, sous l'émotion de la nouvelle de la mort de Schaeffer, j'ai eu envie de me replonger un peu dans ses livres, et voilà, j'ai écrit ce petit texte. C'était un personnage d'une immense élégance de comportement, de pensée et d'écriture. Ben, nous étions aussi à l'occasion d'un voyage culturel. Là c'était à Buffalo, avec Emmanuel Locard et Jacqueline Risset et Claude Royer-Journoux. Peut-être qu'il n'était pas allé jusque-là, Claude. Et devant les chutes du Niagara, Jacqueline Risset, connue principalement pour sa magnifique traduction de Dante, n'a pas manqué de nous dire c'est dantesque. Et Emmanuel Locard, probablement pour se moquer un peu de Jacqueline qui, venant de dire ça, a dit « Mais moi je suis un garçon très influençable, les chutes du Niagara, ça me donne envie de pisser. » Au fond, tu parles beaucoup de toi en parlant des autres. La baleine blanche, c'est peut-être toi? Ah non, la baleine blanche, c'est ce qu'on n'attrape pas. Ah, peut-être que j'arrive pas à m'attraper. Oui, ça c'est possible. Oui. Je suis pas sûr d'avoir envie de m'attraper, d'ailleurs. Mais, voilà, par l'extérieur. Oui, il y a incontestablement une forme d'autobiographie en creux dans la réunion de ces textes-là, oui. C'est ce que j'ai compris et qui m'a incité à les réunir, au fond. J'ai pas mis là tout ce que j'ai trouvé dans mes tiroirs depuis 20 ans, mais seulement ceux qui correspondaient à ça.